on va prendre quelques super investisseurs qu'on apprécie bien et on va voir ce qu'ils ont acheté. En fait, tout simplement, on va voir si nous, est-ce qu'on aurait acheté ou revendu? Est-ce qu'on a des convictions dans ce qu'ils ont acheté ou pas? Bonjour à tous et bienvenue sur Focus Fondamental Podcast, le podcast de finance le plus régulier. Comment tu vas, Hugo? Bah ça va très bien et toi? De Ça retour va, ça va. de vacances après ces De deux vacances. épisodes qu'on avait tournés avec Mathieu. Ouais. Et qui vous ont plu d'ailleurs, on a eu pas Ouais. mal de bons retours, donc on est vraiment content. C'est toujours super instructif de l'avoir avec nous dans nos podcasts. Donc il va y en avoir d'autres des épisodes avec lui. Bon, pas pour tout de suite encore, mais c'est prévu. Tout à fait. Et d'ailleurs, je m'excuse pour ceux qui regardent en vidéo pour la qualité de ma caméra parce que j'arrive plus à connecter mon iPhone à mon Mac pour faire la caméra. J'ai Ah aucune ouais. idée de pourquoi. Euh, mais bon, ça va peut-être revenir un jour. On a une annonce à faire, Jean. Oui, effectivement. Effectivement. Allez, je t'en prie, vas-y, fais-la. Allez, bah du coup, donc pour tous ceux qui sont sur Paris ou en région parisienne ou même en France et qui veulent se rendre sur Paris, nous allons faire une deuxième rencontre abonnée le 19 septembre. Donc c'est un vendredi soir. Pourquoi le vendredi soir? Parce que c'est un peu en format after work. Donc ça sera le soir à partir probablement de 18h30. Et ça permet comme ça aux gens qui habitent sur Paris ou qui sont dans le coin de pouvoir venir le soir après le boulot, en sachant que c'est mieux, je trouve, personnellement, que le samedi, parce que le week-end, on a souvent des trucs à faire et on a autre chose à penser que la bourse. Donc l'idée, c'est de faire la rencontre abonnée le vendredi soir. Et ça sera un format comme la dernière fois. Donc la première rencontre abonnée qu'on avait fait, c'était en janvier. On était à peu près une vingtaine, je crois, de mémoire. Ouais, une bonne Donc vingtaine, hein. c'était vachement sympa d'ailleurs. Donc s'il y a des gens qui étaient à la précédente rencontre abonnée et qui veulent revenir, bah, revenez. Donc Ça pour sera pas au même rappel, endroit. de quoi? Ça sera pas au même endroit la rencontre abonnée que la Alors dernière on fois. va essayer de le faire dans le même quartier, c'est-à-dire autour de Châtelet, parce que c'est le plus simple pour tout le monde niveau transport sur Paris. Donc on va garder ça dans le centre, aux alentours de Châtelet, 1er et 2e arrondissement. Et ça sera gratuit. Comme la dernière fois, ça sera gratuit. Donc pas de ticket d'entrée ou quoi que ce soit. Ça sera probablement pas dans un bar, donc parce que la dernière fois on l'avait fait dans un bar et en fait c'était hyper bruyant. Il y avait trop de musique et on avait du mal à s'entendre. Du coup, ça sera probablement, on va essayer de voir pour un bar d'hôtel. Cette fois, ça serait probablement plus adapté, quelque chose de plus posé, avec moins de musique et peut-être des trucs pour s'asseoir, enfin voilà, quelque chose de plus tranquille, plus en format after work. Et voilà, donc pas de ticket d'entrée gratuit, juste bah, il y aura la conso à payer pour ceux qui veulent boire un truc. Sinon, si vous voulez rien boire, bah, vous buvez rien, c'est tout à fait possible aussi. Et comme la dernière fois, je pense qu'on va faire un Google Form. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on mettra un lien dans la description du podcast avec un lien vers un Google Form pour vous inscrire où vous pourrez mettre votre adresse mail, votre prénom et potentiellement, je crois que c'était tout ce qu'on avait demandé dans l'ancien Google Form. Donc pour confirmer votre présence en gros. Et ensuite, pourquoi l'adresse mail? Parce qu'on vous enverra un mail pour vous prévenir du lieu. Donc forcément, il va falloir qu'on communique sur le lieu. Donc pensez bien à mettre votre adresse mail pour que vous puissiez avoir les détails de la rencontre. Et on fera également une annonce sur Instagram, je pense. Sur Instagram, et on mettra le lien également dans les prochains podcasts. Et on rappellera dans les prochains podcasts jusqu'au moment de la rencontre. Donc bah, essayez de confirmer votre présence pour que nous, on puisse réserver un lieu suffisant pour accueillir tout le monde. Voilà, en fonction de si on est 20 ou de si on est 30 ou moins, si on est 15 ou 100. 10, voilà, ça va pas être les mêmes lieux. Donc, essayez de bien mettre le Google Form en avance et également, voilà, donc rentrez votre adresse pour avoir le lieu définitif et on vous attend nombreux. On vous attend nombreux et on a hâte de vous revoir, en tout cas pour ceux qu'on C'est a déjà vus clair. la dernière fois, et hâte de vous rencontrer pour ceux qui probablement seraient nouveaux.
Voilà. C'est clair. Non, franchement, on a vraiment hâte. En plus, la dernière fois, ça s'était super bien passé. On avait vraiment bien rigolé, bien parlé. Et puis, bon, quand on avait parlé lors d'un podcast, tout le monde avait pu échanger avec tout le monde. Les uns se montraient le portefeuille aux autres. Chacun se pitchait leur petite position et leur petite conviction. Donc, franchement, c'était vraiment super intéressant. Tout à fait. Mais c'est pas que On bourse, avait hein, même pas eu le d'ailleurs. temps de se retrouver. Oui, 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 Oh, on n'est bah, pas c'est obligé clair. de parler que de bourse toute la soirée. Ça, c'est sûr. Donc, non, c'était vraiment super sympa. Bon, bah, sur ce, aujourd'hui, nouvel épisode et on va parler des super investisseurs, ce qu'ils ont fait, mais plutôt d'un format un peu plus original, parce que c'est vrai que bon, je pense que tout le monde peut aller sur ValueSider ou Guru Focus et voir un peu ce qui s'est tramé pendant le trimestre numéro 2, donc les achats, les ventes qu'ont fait les boss, les boss des boss en finance. Je pense qu'on va plutôt faire un format. On va prendre quelques super investisseurs qu'on apprécie bien et on va voir ce qu'ils ont acheté. En fait, tout simplement, on va voir si nous, est-ce qu'on aurait acheté ou revendu? Est-ce qu'on a des convictions dans ce qu'ils ont acheté ou pas? Je pense que ça va être un peu plus intéressant de le faire sous ce format-là. Donc c'est parti. Tu veux qu'on commence? Vas-y. Bah écoute, Bon. les deux premiers ont acheté la même boîte. Parce que, alors forcément, on va vous présenter des super investisseurs qui ont ouvert des nouvelles positions lors de ce trimestre, puisque c'est ça le plus intéressant à analyser. Donc le deuxième trimestre, c'est janvier, février, mars. Donc c'est avril, mai, juin. Donc pensez bien que potentiellement toutes ces positions ont été ouvertes, enfin ont pu être ouvertes lors de la grosse baisse d'avril. Et ça change tout, puisque avril est dans le deuxième trimestre. Donc potentiellement, voilà, le premier achat dont on va parler, c'est Amazon. Amazon qui a été acheté par deux investisseurs, dont un que toi, enfin d'ailleurs deux que tu adores, mais dont un que tu adores particulièrement, à savoir Bill Ackman, que tu as suivi à Ouais. maintes reprises, et François Rochon. Donc Bill Ackman, si tu veux le présenter en une phrase, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, donc Bill Ackman, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est un investisseur américain, plutôt axé value. Donc il a pas mal d'entreprises de qualité en portefeuille, mais voilà, il les achète qu'à des prix relativement décotés. Et lui, il fait de l'argent comme ça en achetant du value. Il fait aussi du long short ou du short en vendant à la baisse certaines actions. Et c'est un investisseur qui est très très médiatisé en Amérique et très très intéressant à écouter. Il y a énormément d'interviews qui, dont il passe dans énormément d'interviews. Et juste pour finir, si vraiment ça vous intéresse, allez écouter le podcast de Bill Ackman qui avait été fait avec, non, c'est pas Joe Rogan, c'est Lex Fridman. Ouais. Ça dure 3 heures et pendant 3 heures, il pitch ce qu'il a en portefeuille, sa façon d'investir, sa façon d'analyser des boîtes. Donc vraiment, c'est très intéressant. Et François Rochon, donc euh, le deuxième super investisseur que j'apprécie particulièrement, bah, toi aussi Hugo, si ça vous intéresse, honnêtement, allez voir sur son site internet, c'est Giverny Capital, c'est le nom de son Mm. fonds d'investissement. Et ce qui est très intéressant, c'est que François Rochon, il est canadien, donc Tabernacle, il parle également français et toutes ses lettres aux investisseurs sont en français et sont à accès gratuitement. Donc c'est très intéressant et Et honnêtement, ça vous ces fait lettres sont pas mal de super lecture. d'ailleurs. C'est vraiment très intéressant. Dans ces lettres, vous allez pouvoir voir son top 3, top 3 pire investissement, top 3 meilleurs investissements, toute sa façon d'analyser le marché, etc. Donc vraiment, allez regarder ça. C'est vraiment deux super investisseurs qui peuvent vous faire progresser en bourse. Tout Et à les fait. deux ont acheté Amazon. Et les Et deux ont acheté Amazon. non Euh, négligeablement parce que Bill Ackman, Amazon, ça représente je crois que c'est la deuxième, non, non, c'est la quatrième position de son portefeuille, sachant qu'il a que 11 entreprises en portefeuille. Ça représente 9,31% de son portefeuille, donc à peu près 1,2 milliard sur l'entreprise. Donc ça reste quand même une conviction assez grande. Et si je regarde, ça veut dire qu'il l'aurait acheté potentiellement. Bah, en fait, moi sur Amazon, tu vois justement ce que je vais dire, c'est que, alors personnellement, Amazon, c'est aussi une entreprise que j'aimerais acheter à terme, mais je n'ai toujours pas eu l'occasion. Elle est aujourd'hui à 228 dollars et personnellement, j'ai un prix juste à 176 dollars. Sachant qu'en avril, le 8 avril, elle était descendue à 170 dollars et le 21 avril à 167 dollars. Donc à deux reprises en avril, elle était en dessous de mon prix juste, personnellement.
Donc potentiellement, on n'a pas malheureusement les PRU disponibles sur Mm. à quel prix est-ce qu'ils ont acheté concrètement l'action, ou alors c'est à la discrétion de chaque investisseur de le partager ou pas, mais c'est très rare qu'ils le partagent. En général, on a juste le poids de l'action dans le portefeuille, mais on ne sait pas quand et à quel prix ils l'ont acheté. Mais il y a fort à parier que les deux l'aient acheté pendant avril aux alentours de 170 $ du coup. Ils ont fait un plutôt bon move en tout cas. Bah, Toi, tu pourrais acheter Amazon du coup. Alors, moi, je pourrais effectivement acheter Amazon. Et j'aimerais acheter Amazon. C'est une super boîte. D'ailleurs, on avait fait un deep dive dessus qu'on vous encourage à aller voir. C'est une super boîte pour plein de raisons. La raison pour laquelle j'ai pas acheté Amazon, c'est tout simplement que n'ayant pas un capital infini et illimité, bah, forcément, il faut faire des choix. En avril, personnellement, j'ai fait le choix de mettre une plus grosse cartouche que d'habitude en avançant dans le temps mes DCA. Ça, c'est une stratégie que Ouais, je mets c'est en vrai. place personnellement. Donc, vous savez que j'ai une DCA, j'essaie de la garder à peu près à 1 000 € par mois, pour le moment en tout cas, parce que j'essaie de garder plus de cash sur la société pour développer une plus grosse trésorerie. Donc, j'investis pas plus que 1 000 € par mois. Et ces 1 000 € par mois, en fait, je les envoie sur mon compte Interactive Broker. S'il y a une opportunité, j'achète. En ce moment, spoiler, il n'y a pas d'opportunité. Concrètement, par exemple, la cartouche que je vais envoyer en septembre, elle va probablement rester en cash. Au mois d'août, ceci dit, je le dis d'ailleurs, ça sera en avance de la vidéo portefeuille, j'ai racheté du Mastercard au mois d'août. Ah, ok. Mastercard qui était au moment où je l'ai acheté à peu près à, de mémoire, 560 $. Donc elle était pas chère par rapport à mon prix juste actualisé suite à ses résultats qui est de 600 $. Et aujourd'hui, elle est montée à 598. Donc elle a pris un bon, je sais pas combien de pourcents, j'ai la flemme de calculer, mais bref, elle est passée de 560 à quasiment 600 en l'espace d'un mois. Donc je suis plutôt content de mon timing sur Mastercard. Et voilà, donc en fait j'ai renforcé du Mastercard, mais en septembre je ne vais probablement rien renforcer parce qu'il n'y a rien à acheter. Et en fait, donc la technique que je fais, c'est que voilà, 1 000 € tous les mois, et je m'autorise en cas de forte baisse, donc en avril c'est ce qui avait eu lieu, il y avait eu plus de 15% de baisse, à avancer mes DCA. Donc par exemple, là il reste sur l'année, donc septembre, octobre, novembre, décembre. Mettons qu'on ait un gros crash en septembre, eh bien je pourrais très bien investir 4 000 € d'un coup, donc les DCA de septembre, octobre, novembre, décembre, lors de cette grosse baisse pour en profiter. Et du coup, bah, sur les mois de octobre, novembre, décembre, bah, j'investirai rien du coup pour rattraper la DCA que j'ai avancée dans le temps. Voilà, c'est un peu comme ça que je m'organise là-dessus. Et c'est ce que j'avais fait en avril. Mais j'avais privilégié de racheter Google aux alentours de 140 $, 145 $ même, je l'ai racheté. Et du C'était coup, pas j'ai cher, hein. pas, c'était vraiment pas cher. Bah, d'ailleurs, elle est Mm, aujourd'hui à 200 $, donc c'était un bon move. mm. 206 même, j'ai vu qu'elle cartonne en ce moment Google, Mm, 206 mm. $. Mais voilà, donc concrètement, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire, et quand on a un capital limité, bah, il faut faire des choix. On peut pas avoir 30 positions au portefeuille, et on peut pas acheter toutes les Absolument. entreprises du monde. Donc bah, malheureusement, j'ai pas encore Amazon. Voilà. Et toi, Jean? Choisi- Choisir, c'est renoncer. Exactement. Euh, Bah écoute, ouais, Amazon, moi, franchement, s'il y a vraiment une boîte que j'aimerais avoir dans mon portefeuille, vraiment, c'est Amazon. C'est Amazon. Euh, pour moi, enfin, on en a parlé longuement, très longuement dans le deep dive. C'est vraiment, je pense, la boîte où, tu vois, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je pense que Amazon sera encore là et sera encore plus fort. C'est juste un délire, quoi. Aujourd'hui, tu ne peux plus rien faire sans penser à Amazon. Et surtout quand tu es américain. Donc Amazon, franchement, c'est pas un conseil en investissement, les amis, mais en tout cas, moi, personnellement, j'aimerais bien l'avoir en portefeuille. En avril, lors de la grande baisse, j'ai rien acheté, j'ai contemplé la baisse parce que tu te souviens, Hugo, c'était à la période où il fallait montrer patte blanche à la banque. Ouais, t'étais en Et rachat de miroiterie, donc ouais, forcément, c'était donc timing compliqué. j'ai absolument rien acheté. Et tu vois, c'était à cette période-là où le LQQ, le fameux Nasdaq effet levier 2, était à 700 euros. Et aujourd'hui, il est retourné à 1300, 1400. Tu vois. Donc, franchement, s'il y avait eu un truc à acheter, c'était même pas Amazon, c'était du LQQ. Mais bon, mais en tout cas, Amazon, moi, je veux carrément l'avoir en portefeuille. Mais c'est vrai que, tu vois, quand on se pose la question,
est-ce qu'on achète plutôt Amazon, enfin à cette période-là en avril, plutôt Amazon ou plutôt Google? Mine de rien, je trouve que couple rendement-risque, c'est beaucoup moins risqué d'acheter du Alphabet, qui, tu vu, aussi jamais au-dessus de 28 au niveau de PE. Alors qu'elle a quand même des croissances fulgurantes, alors qu'Amazon se paye toujours avec un premium qui est quand même assez élevé. Parce que je pense que, alors j'ai pas son... Bah, Alphabet était même à 18 de PE. Je crois elle est même descendue à 15 de PE en avril, hein. C'était assez impressionnant, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors que c'est vrai qu'Amazon reste quand même assez cher. Je pense qu'elle a dû descendre à 28 de PE, mais en tout cas pas en Ouais. dessous, je pense. Et c'est vrai que bah, au niveau du couple rendement-risque, ça reste quand même plus intéressant d'avoir encore du Alphabet en portefeuille. Après, voilà, je pense que ça reste une grosse position maintenant, Alphabet. Donc peut-être que la prochaine cartouche, ce serait peut-être bien d'acheter une autre action ou de se renforcer dans une autre action que tu as en portefeuille, tu vois. Parce que sinon, tu risques de Ouais. peut-être trop déstabiliser ton portefeuille. Ça représente Bah, combien Alphabet maintenant, ton portefeuille? je vais te dire ça tout de suite. 60%. Partie action, 15%. 15% après 15. la hausse. Ok. Donc ouais, ça commence à être une grosse position, mais effectivement, comme tu dis, moi j'ai tendance à privilégier de renforcer mes positions actuelles quand il y a des belles opportunités que d'ouvrir des nouvelles positions, tout simplement puisqu'aujourd'hui j'ai 14 actions en portefeuille. Moi je prévois de ne pas dépasser les 15 actions. Je m'étais fixé 12 à un moment, mais c'est pas assez. 12, objectivement, enfin, je veux dire, C'est ouais, ingérable. il va falloir que je revende, je peux plus rien acheter. Enfin bref, donc 15, c'est pas mal. Ce qui fait que là, aujourd'hui, tu vois, j'ai qu'un seul slot de disponible pour racheter une nouvelle action. Mais potentiellement, j'ai un plan pour libérer un slot de plus, puisque je m'étais dit que ça serait assez intelligent, en fait, de rationaliser le portefeuille. Et j'ai deux options de rationalisation, en fait, parce que j'ai du Visa et du Mastercard en portefeuille. Et j'aimerais bien, en fait, consolider les deux, c'est-à-dire revendre Visa pour tout réallouer sur Mastercard, parce que concrètement, en fait, les deux boîtes sont identiques sur quasiment tous les plans. Donc, en fait, si je devais aujourd'hui rationaliser le portefeuille, ça serait ça le move. Ça serait consolider ces deux, que ce soit Mastercard dans Visa ou Visa dans Mastercard. En fait, ça nécessiterait de faire un deep dive des deux sociétés en profondeur pour les comparer sur tous les plans et vraiment à la fin dire ok, bah, de Visa Mastercard, personnellement, je préfère telle ou telle pour telle et telle raison. Euh, c'est pas Franchement, ça encore doit être fait. super dur. Ça Ça doit être serait super super dur parce dur. que c'est même pas si tu compares, tu vois, Kering ou LVMH, tu vois, là, c'est vraiment ces deux entreprises, elles sont identiques Ouais, mais en tu termes de peux, marge, là en où tu termes peux les de. différencier, c'est au niveau du management et c'est au niveau de la culture d'entreprise et également au niveau des services ajoutés qu'ils proposent. Ils sont pas autant sur le truc paiement, ils sont identiques, mais sur le business des services ajoutés, ils sont différents et c'est vraiment là où tu peux les différencier, je pense. Mais ça serait le move. Le problème et le pourquoi du comment je ne fais pas ça, c'est que bah, forcément, si je fais ça, je paierai des impôts sur mon Visa ou mon Mastercard parce que les deux sont en plus-value. Et Ça, c'est pas bon, ça. ça me fait chier en fait pour rester poli, même si c'est pas poli. Et t'as pas plutôt une autre action à supprimer de ton portefeuille Bah, pour quand je regarde libérer un mon autre slot? portefeuille, effectivement, les deux autres arbitrages que je pourrais faire, c'est dans les petites pondérations. Donc, tu vois, j'ai du S&P Global et du MSCI qui sont à moins de 5% du portefeuille. Ouais. C'est deux sociétés qui sont pas similaires, mais quand même, puisque les deux sont des émetteurs d'indices, même si tu en as une qui fait de la notation et l'autre non. Donc pareil, ça c'est une rationalisation que je pourrais faire, mais pareil, ça voudrait dire payer des impôts. Euh, et j'ai Deutsche Börse aussi, qui est une toute petite pondération, 4%, que je pourrais virer à terme. Mais voilà, ça fait partie des options. Ce qui est sûr, c'est que en cas de forte baisse, tu vois, si demain en septembre il devait y avoir une forte baisse, la première action que je renforcerai, c'est Nvidia. Ok. Première action que je rachèterai, c'est Nvidia. Et Microsoft. Parce que Microsoft, j'en ai clairement pas assez, c'est 5% de mon portefeuille aujourd'hui. Et Elle est vraiment, chère, elle est je chère. regrette de ne pas l'avoir acheté en avril. Mais bon, voilà, encore une fois, choisir, c'est renoncer, comme tu l'as si bien dit. Moi, j'ai un prix juste à 408 dollars sur Microsoft. En avril, pour vous dire, elle était descendue à 350 dollars. Elle est aujourd'hui à 500 dollars. Bon, si vous l'avez acheté en avril, les gars, bravo, parce que vous avez fait une super plus-value. Donc voilà, Microsoft, Nvidia, enfin Nvidia, Microsoft plutôt dans l'ordre. Moi, ça serait mes deux go-to si jamais il devait y Attends, avoir une baisse. t'as t'as combien
C'est quoi ton prix juste pour Microsoft? 408 $. Espèce de fou, t'as mis combien dans une estimation de croissance? Je vais te dire ça, valorisation, je suis en mode EPS et je suis Ah à oui, ok. 14,28. Ok, là, je suis en free cash flow par action et je suis à 15% de croissance estimée pour un multiple final de 30. Ouais, Et en ça me free... fait 300. Non, Et mais ça me en fait free cash flow par 339. action, le prix juste, il est beaucoup trop bas, je trouve. C'est pour ça que je me suis mis en Ouais, EPS. ok. Ouais, parce que moi je suis à 339 de prix juste, donc autant te dire que Ouais, bah ouais. c'est pas demain la veille, quoi. Et tu vois, t'as un prix C'est... juste de la communauté qui est de 407 $. Ah Euh, ouais, la communauté elle est bullish, hein. Bah, et tu vois, La aujourd'hui, elle est à communauté elle est 507, hein, donc bullish. c'est pas Ah demain mais la c'est veille un qu'on va la délire. retrouver. C'est un délire, Microsoft, laisse tomber. Ah ouais, S'il y a un bien price une to free cash action flow qui de est. 52. Waouh! Ah ouais, ah c'est pas un cadeau là, hein. Ah ouais. Non, mais en avril, c'était un cadeau, par contre. C'est vrai. Comme beaucoup d'actions d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, Ok. en fait, tout ça pour dire que, ouais, bah, Amazon, c'est une super boîte, mais voilà, on peut pas acheter toutes les boîtes du monde si on veut avoir un portefeuille concentré, quoi. Mais en tout cas, tu vois, s'il y a vraiment une boîte que j'aimerais avoir en portefeuille, c'est bien Amazon. Plus qu'Nvidia, plus que tout ça. Bah, tu sais ce Je qu'il te trouve reste à que. faire lors de la prochaine grosse baisse, hein. Ouais, ouais, bah, déjà remettre de l'argent sur les brokers. Non, mais c'est surtout que même, il y a pas mal de questions qui se posent, enfin, en tout cas pour ma part. Est-ce que vaut mieux pas maintenant continuer d'investir avec le CTO personnel et pas plutôt ouvrir un CTO avec la société, tu vois? C'est plutôt ça que je me pose comme question. Est-ce que j'ouvre plutôt un CTO avec la boîte Ah, bah, ou, c'est clair ou que ça pas? serait plus avantageux fiscalement, hein. Donc, déjà la prochaine DCA, c'est surtout, bon, si c'est sur le PEA, il y a pas de question à se poser, mais j'ai envie de dire les opportunités sur le PEA, elles sont aussi rares que la performance de leurs actions, donc c'est vrai, c'est un délire. C'est un Bon, délire. C'est un heu délire. passons au troisième investisseur. Je ne sais pas si vous le connaissez. On va bien évidemment parler de Warren Buffett. Donc Warren Buffett qui a acheté du United Health, donc l'assureur américain. C'est un peu comme la Sécu, la sécurité sociale en France, sauf que là-bas, elle est cotée comme à peu près toutes leurs sociétés. Donc il en a acheté. Alors c'est 0,4% de son portefeuille. Il en a acheté pour un peu plus d'1 milliard de dollars. D'ailleurs, c'est fou de se dire qu'un milliard de dollars, c'est 0,4% de son portefeuille. On a vraiment pas le même, décidément. Et je trouve que c'est un sacré move. Alors, je vais revenir un peu sur le podcast qu'on a fait avec Mathieu la dernière fois, qui m'a fait quand même pas mal réfléchir, notamment avec le couple rendement-risque. Alors, je sais que lui, il nous l'avait dit comme quoi il en avait acheté. Il avait ouvert une petite position sur United Et Health. d'ailleurs, ce petit filou, à chaque fois, il a chopé les plus bas, hein. Ah ouais, 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 Ah, ouais. il a fait un C'est bon un petit timing cette filou, hein. année. T'as vu Nike, etc. Non, Ah c'est ouais, c'est- ouais. c'est fort. Bon timing, Et, hein. Et en fait, quand il m'a dit qu'il en avait acheté, je vois que Warren Buffett en avait acheté aussi. Et moi, bon, je l'ai acheté forcément pas super. Enfin, je l'ai acheté cher quand même à la base. Enfin, non, au juste prix, j'ai envie de dire. Mais là, c'est vrai qu'il y avait la grande question, est-ce que je revends? Donc, est-ce que je prends mes pertes? Parce qu'elle était quand même descendue à moins 50%. Ou est-ce que je laisse courir? Ou est-ce que je renforce? Et je me voyais pas renforcer parce que assureur américain, etc., dans la santé, le marché, il est quand même pas forcément bullish sur cette action. Et en fait, le podcast de la semaine dernière m'a vraiment beaucoup fait réfléchir, notamment sur le couple rendement-risque, etc. On en a parlé longuement avec Hugo et Mathieu. Et en fait, j'ai décidé de reprendre ma thèse d'investissement sur United Health, donc je l'ai fait cette semaine, dans le week-end dernier, pour savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que ça sert à rien au bout d'un moment d'avoir 800 sociétés en portefeuille? Est-ce que j'achète? Est-ce que je vends? Ou est-ce que je renforce? Donc bah, aujourd'hui, United Health, donc j'en ai racheté. C'est la deuxième position de mon portefeuille. On est à 12%, parce qu'en fait, j'ai refait mes calculs. Je suis à Google, c'est 18% de mon portefeuille. Ah ouais. Donc, la deuxième position de mon portefeuille, c'est United Health. Et en fait, j'ai remis tout ce qui me restait en liquidité. Donc, je dois avoir. Combien j'ai sur United Health? Haha. Je vous dis ça tout de suite. Donc maintenant, United Health, ça arrive à 2000, à peu plus de 2500 € de dollars sur cette action. Et en fait, je me suis rendu compte que
United Health, aujourd'hui, ça doit être une des. Alors là, c'est vraiment pas un conseil d'investissement parce qu'il faut avoir quand même le cœur bien accroché. Mais je pense que c'est aujourd'hui une des meilleures opportunités, en tout cas au niveau de sa valorisation par rapport à ce qu'elle peut offrir. Parce que, en fait, j'ai vu, il y avait tu sais, Compounding Quality, Mm. le site américain qui propose des newsletters vraiment très intéressantes. Ouais. Il en a fait une sur United Health. Et en fait, il a bien expliqué, il a fait un mini deep dive dans sa newsletter sur cette action. Et aujourd'hui, c'est une des actions, selon lui, qui peut offrir la meilleure opportunité parce que l'action peut continuer de croître. D'ailleurs, croissance des dividendes à 2 chiffres depuis je ne sais pas combien d'années sur United Health et ils continuent de le faire malgré la baisse qu'ils ont pris. L'action, elle est à 12 de PE, alors qu'historiquement, elle est plutôt à 25, voire 28, parce que United Health en Amérique, c'est l'équivalent de Air Liquide en France. C'est vraiment la tranquillité, la force tranquille. T'investis dans United Health pour justement pas te prendre la tête à faire du stock picking. Donc, voilà, s'il y a la normalisation des multiples de valorisation, etc., on peut revenir à un niveau qui peut être bien intéressant. Et tu peux très bien acheter du United Health pour, pourquoi pas, surperformer le S&P 500. Donc c'est ce qui mettait en comment dire, c'est ce qui mettait en avant dans cette newsletter. Il y a aussi eu beaucoup de changements parce que là, ils ont compris que ça pouvait pas fonctionner comme ça. Donc le PDG, enfin le CEO, a démissionné. Et en fait, justement, je regardais sur le long terme, United Health, c'est une des actions phares en Amérique parce que historiquement, elle a toujours été gérée par des comptables. Tu vois, les CEO, c'était que des comptables, il y avait que des comptables. Parce qu'en fait, United Health, c'est un monopole, hein, j'ai envie de dire, dans tous les pays, enfin en tout cas tous les pays développés, etc., occidentaux, tu es assuré. Tu vois, si tu as de l'argent, le premier truc que tu fais, tu t'assures. Ah, et d'autant plus en maladie, parce qu'une journée d'hospitalisation en psychiatrie ou même en chirurgie, c'est des dizaines de milliers de dollars ou d'euros. Donc tu t'assures. United Health, il n'y a pas de concurrent en fait. Quand tu regardes son marché, il y a quelques autres concurrents, mais qui ne sont pas réellement sur le positionnement United Health. Et en fait, tu te rends compte que United Health est complètement est toute seule. Est vraiment toute seule sur son marché. Attends, elle génère en chiffre d'affaires, ce que j'avais vu, elle génère plus de chiffre d'affaires qu'Nvidia, pour vous dire. Euh, Quantitatif, on se met sur l'application. Donc oui, en 2024, 400 milliards de chiffre d'affaires elle a généré. Donc c'est absolument colossal. Elle gère l'assurance maladie, elle gère les produits Medicaid, Medicare, donc l'assurance santé américaine pour les gens un peu démunis. Elle gère les médecins. Elle a comment dire, en fait, c'est une entreprise qui est complètement verticalisée au niveau de la santé. Elle gère tout de A à Z, du docteur qui est dans la pampa, au remboursement, à l'approvisionnement des médicaments dans les pharmacies. Elle gère le stock des pharmacies. Voilà, et quand il manque ce médicament-là, bam, elle renvoie un colis avec tous les médicaments. Elle gère tout de A à Z. Bon, après, le gouvernement américain veut vraiment, comment dire, stopper ce mastodonte. Mais encore une fois, stopper un mastodonte comme ça, c'est quasiment impossible. Tu vois, c'est comme si en France, on voulait te faire changer la retraite. C'est pas demain la veille. Est-ce que demain, on va passer de la sécurité sociale à un United Health français? C'est pas demain la veille non plus. Et c'est absolument pareil aux États-Unis. Une fois que tu es assuré médicalement, etc., tu te prends pas la tête à changer d'assurance. Donc vraiment, pour moi, je pense que il y a un mode qui est impressionnant chez United Health, tout simplement parce que c'est un monopole. Tu passes que par eux parce que c'est le meilleur acteur du secteur. Et, et chose très intéressante, dans la newsletter, à la fin, tu sais, il y a une question sur la réputation de la société. Et le gars qui a écrit la newsletter dit, au fond de vous, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui aime son assureur? Personne aime son assureur. Tu vois, tu lui donnes de l'argent tous les mois. Alors, Proportionnellement, il c'est t'arrive pas vrai, rien moi tous pour les le coup, mois. j'aime mon assureur, tu vois. Ouais, parce que c'est quoi? Moi, l'assurance santé, j'ai pris Alan. C'est une start-up française
qui est à Paris. Et c'est une assurance santé que j'ai découvert dans mon ancienne startup dans laquelle je travaillais. Euh, Ils avaient Alan, et en fait c'est un peu l'assurance santé de toutes les startups. Si tu as un boulot dans une startup, il est extrêmement probable que tu sois assuré par Alan. Et j'ai toujours trouvé cette assurance au top. Alors vraiment, elle coûte pas hyper cher. Je crois que parce que maintenant du coup je la paye avec la société forcément pour m'assurer moi au travers de la société. Je crois que je la paye quelque chose comme 45 € par mois. J'ai une très bonne couverture. Pour te dire, quand j'étais donc dans mon ancienne startup avant, j'avais pu faire donc l'opération des yeux, tu sais, pour corriger la myopie au Ouais, bien sûr. laser, qui a été 100% remboursé par Alan, alors que c'est pas du tout quelque chose normalement qui est obligatoire d'être remboursé. Ils ont une super application mobile pour transmettre les feuilles de soins si jamais il y a un problème avec la télétransmission et tout. C'est hyper simple, genre vraiment tu ouvres ton application, tu prends la photo et le lendemain tu as l'argent sur ton compte. Leur service client est top. Enfin vraiment, moi j'ai rien à redire Ouais, dessus. c'est pas Les mal, hein. tarifs sont honnêtes, le service client est top. Enfin tout est top. D'ailleurs si tu cherches un assureur santé pour ta boîte, pour la miroiterie Jean, n'hésite pas à aller voir Alan. Ah, Et moi, c'est un pareil. monopole. Tu es obligé de passer par. Il n'y a qu'un assureur pour assurer le milieu du Ah ouais. bâtiment. Même Ouais. en santé. Il y en a qu'un, c'est obligatoire. Ah Tu ouais, prends merde. celui-là, t'as pas le choix. Bon, bah en tout cas, pour ceux qui ont le choix, bah, sachez que Alan, c'est vraiment une super assurance et personnellement, j'en suis très content. Et pareil, Ok. en assurance habitation, j'ai Luco, qui est une autre startup française du coup, qui pareil a une super application. Quand tu demandes un truc, c'est hyper rapide, leur tarif est pas hyper cher. Enfin bref, j'en suis très content aussi. Donc voilà. Ok. Mais bon, c'est pas la grande majorité de la clientèle. Tu vois, généralement, on n'aime pas trop son banquier, on n'aime pas trop son assureur. Et donc voilà. Donc tout simplement pour dire que United Health, j'en ai racheté. Potentiellement, je pourrais en racheter parce que là, j'ai mis tout ce qui me restait sur mon CTO, qui est peut-être 1 500 $, un peu plus. Et s'il y a encore, si ça continue de descendre, je pense que vraiment c'est l'entreprise qui peut potentiellement rapporter le plus. Pour vous dire, j'ai mis, donc si tu prends les free cash flow, et attention, c'est solide, hein, les free cash flow chez United Health, c'est une pompe à fric, hein, c'est un assureur. Donc en free cash flow, j'ai mis 8% de croissance des free cash flow pour 16 de multiple final. Alors que historiquement, on est très très loin on est quand même assez loin des 16. Aujourd'hui, on est à 11 hein, des price to free cash flow. Et ça me donne un prix juste à 419 dollars. Et aujourd'hui, on est à 307 dollars. Donc ça fait quand même une marge de sécurité qui a plus de 26%. Donc honnêtement, je pense que ça peut être. Et c'est vrai que je ne l'ai pas pris sous cet angle-là au début. En fait, j'étais tellement pas apeuré des moins 50% sur l'action, où tu te dis il va y avoir un démantèlement, etc., entre le groupe, sa branche Optum et sa branche United Health. Et en fait, tu te dis tout simplement c'est impossible. L'État ne peut pas s'attaquer à un assureur de santé qui gère la santé de tous les Américains. Tu vois, ils vont avoir beaucoup plus d'intérêt de démanteler Amazon ou Microsoft ou Google que United Health qui touche directement la population, mais on parle de toute la population américaine, hein, du pauvre aux clients les plus fortunés. Donc vraiment, United Health, c'est le monopole absolu de la santé. Bah, effectivement, alors pour reprendre ce que tu as dit sur le démantèlement de Amazon, Google, etc. Moi je pense qu'aujourd'hui ça devient de moins en moins possible également, tout simplement puisque ça a un enjeu géopolitique trop grand, dans le sens où un démantèlement de Google ou Microsoft voudrait dire potentiellement prendre du retard sur le développement de l'IA. Et ça, les États-Unis ne peuvent pas se le permettre, surtout à l'heure où la Chine développe son IA aussi à toute vitesse. Donc voilà, moi personnellement aujourd'hui le démantèlement de Google, j'y crois pas, tout simplement puisque ils peuvent tout simplement donner l'argument de l'IA. Enfin, si les États-Unis veulent être au top là-dessus et garder le contrôle sur cette technologie, bah il faut que les géants technologiques puissent avoir une certaine liberté. Voilà. Et par contre pour United Health, donc vous voyez, c'est exactement pour ça qu'il faut avoir une thèse d'investissement. Et tu fais bien de démontrer ta thèse d'investissement parce que personnellement, par exemple, je suis pas du tout d'accord dans le sens où moi je vois le secteur de la santé comme extrêmement risqué et je veux pas y aller. C'est vraiment par conviction personnelle
que ce soit dans les pharma, quand on voit ce qui se passe avec Novo Nordisk. Et heureusement que je suis jamais rentré sur Novo Nordisk, parce que au début de mes investissements, j'hésitais à ouvrir une position sur Novo Nordisk, parce que comme tout le monde, l'euphorie du début, ouais, les actions qualité PEA, ouais, Novo Nordisk c'est génial. Vas-y, est-ce que j'ouvrirais pas une petite ligne? J'étais à deux doigts de le faire, hein. À certains moments, j'étais à deux doigts d'ouvrir une. Heureusement, je l'ai jamais fait, parce que aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai acquis en quasiment 3 ans, fait que Novo Nordisk, c'est une société que j'achèterai jamais aujourd'hui, parce que le secteur de la santé et la pharma, c'est encore pire. C'est beaucoup trop compliqué à comprendre, et deux, ça dépend beaucoup trop des brevets. Et ça fait que du jour au lendemain, une société qui était au top de son secteur peut se retrouver au ras des pâquerettes, comme c'est le cas de Novo Nordisk, mais comme ça a été le cas de Sanofi à l'époque, comme c'est le cas en fait d'à peu près toutes les sociétés. Parce que c'est juste, il y a beaucoup trop de chances qui rentrent en jeu, dans le sens où elles déposent un brevet qui dure, je sais pas, 5 ans, mais ensuite elles doivent faire de la R&D pour trouver le prochain médicament qui va révolutionner tel ou tel marché, mais rien ne garantit qu'ils arrivent à trouver ce médicament. Donc en fait, tu peux juste te retrouver après l'expiration du brevet avec une boîte qui vaut plus rien parce que tous les concurrents lancent le même médicament, quoi. Après, United, c'est différent dans le sens où c'est Ouais. pas un pharma, tu vois. C'est comme Index Laboratories ou Medspace, tu vois. Ça, c'est du médical aussi, mais c'est encore Je suis différent. d'accord, mais alors autant United, IDEX, c'est vraiment l'assureur. oui. Et comme dit, c'est un assureur. Et c'est là le problème de United en ce moment, c'est que ça a été géré pendant 4 ans par un mec qui vient de la pharma. Et il a embauché que des mecs qui viennent de la pharma. Or, United Health, c'est devenu un mastodonte parce que depuis les 20 dernières années, ouais, c'est géré par des experts comptables et des comptables. C'est tout. Dans la pharma, enfin, dans l'assurance, tu n'as pas besoin de te taper le docteur de je sais pas qui. Tout ce que tu as besoin, c'est quelqu'un qui maîtrise les chiffres et les tableaux Excel. Mm. Et c'est pour ça qu'ils sont complètement viandés sur. Tu sais, c'est pour ça qu'ils ont perdu 25% une journée, parce qu'ils ont perdu de l'argent, parce qu'ils n'ont pas su prévoir les coûts médicaux qui ont augmenté. Alors que normalement, un comptable, c'est son unique travail, c'est de prévoir ça. Là, ils ont embauché quelqu'un, ils ont mis à la tête quelqu'un, et puis même dans la newsletter, ils mettaient en avant comme quoi le PDG avant, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de télétravail, il habitait à Londres, et en fait, il prenait des jets privés pour aller au Wisconsin, là où il y a le siège, etc., pour faire quelques réunions. C'était quelqu'un de vachement décontracté, alors qu'avant, c'était que des costumes cravates qui dormaient, vivaient, mangeaient, faisaient tout au siège social, tu vois. Donc je suis content parce que là, United Health, ils ont compris ça, ils ont compris que ça pouvait pas fonctionner, et c'est quelqu'un qui a fait toutes ses classes chez United Health, un peu comme chez Nike en fait, qui revient à la charge pour reprendre les rênes de United Health et remonter le bébé. Bon, voilà. Mais bon, ça reste quand même Mais- un pari qui est relativement pas Ouais, safe parce que il y a quand même le gouvernement qui est bien derrière. Mais encore une fois, c'est un pari qui se paye pas très cher, hein. 12 de PE, enfin 11 de price to free cash flow, c'est relativement donné. ouais. Mais alors, tu vois, autant IDEX, je comprends, mais j'ai pas acheté. Medspace? Alors attends, IDEX, Medspace, j'y viens Ouais. juste après. Mais IDEX, donc c'est les cliniques vétérinaires. Ils font des solutions logicielles et matérielles pour les cliniques vétérinaires. Bon, j'ai pas acheté, mais alors personnellement, tu vois, c'est une boîte que je pourrais potentiellement acheter, mais encore une fois, on en revient au coût d'opportunité et on en revient au on peut pas tout acheter. Et personnellement, je préfère mettre mon argent ailleurs, dans des secteurs qui déjà m'intéressent plus, parce que objectivement, tu vois, la santé, non seulement c'est pas forcément quelque chose en quoi j'ai confiance, notamment les pharma, mais c'est aussi quelque chose qui ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que je préfère passer mon temps à essayer de comprendre l'écosystème des semi-conducteurs, Nvidia, TSMC, tout ça, parce que juste j'aime ça, en fait, juste ça m'intéresse, tu vois, c'est une question de goût, versus comprendre quel est le truc de prise de sang pour les chiens dans les cliniques vétérinaires, tu vois, ça a tendance à me gaver un peu. Donc, C'est clair. ouais, juste déjà partir de ce postulat-là, t'investis dans, ce que tu comprends, et deux, ce qui t'intéresse, ce qui est logique, on en revient à Peter Lynch. Et Medpace, quand j'avais analysé la société, alors déjà, moi la santé, honnêtement, pour te dire, j'ai déjà oublié quasiment le business model de Medspace tellement il m'est passé à côté.
De mémoire, ils font des trucs de tests cliniques de médicaments ou je sais plus quoi. Mais enfin, personnellement, déjà j'y pipe rien. Si tu travailles pas dans la santé ou dans la pharma, t'y pipes rien. Si vous avez Oui, analysé, après, ouais. si vous avez Après, analysé c'est pas ça, Medspace et que c'est, vous ouais. êtes objectivement capable de me dire en quoi consiste exactement le business model, les tests cliniques, les différentes phases de développement des médicaments et tout, je veux bien que vous m'expliquiez parce que moi personnellement c'est quelque chose qui ne me passionne pas du tout Mm. et trois enfin deux que j'ai aucune envie d'apprendre. Donc Medspace, j'ai fait le choix de ne pas investir dessus pour ça, mais aussi tout simplement puisque je voyais pas forcément d'avantages compétitifs exceptionnels. Peut-être à tort, hein, peut-être que quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé me dira si ils sont au top parce que telle ou telle raison. Mais dans ces cas-là, super. Dans ces cas-là, t'as ta thèse d'investissement, investis dessus, très bien. Mais c'est aussi une question de goût, une question de choix. Mhm. Personnellement, je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui avec les boîtes technologiques, bizarrement, parce que Alors que c'est pourtant, c'est pas forcément super simple, tu vois, de comprendre que non, Arista oui, ou du Fortinet va comprendre que le pare-feu de Nanani qui est branché à ta prise Ethernet, qui est branché au satellite, moi je mais je comprends pense que rien, c'est tu une vois. question de background, tu vois, parce que personnellement, j'ai toujours baigné là-dedans. Ouais. Mon premier ordinateur, je l'ai monté, je devais avoir 8 ans, tu vois. Euh, Mm. Bah, c'est pour ça que je suis plus à l'aise à investir dans du McDonald's ou du mais Total c'est Energy, ça. quoi. Moi, quand j'étais petit, je passais mes journées à faire, passer, enfin, j'étais déjà sur des forums sur Internet à 8 10 ans et je craquais des films, des jeux vidéo, des trucs, je bidouillais l'ordinateur. Enfin, j'ai toujours baigné dans la tech, donc c'est quelque chose qui me parle intuitivement. Tu vois, en plus j'ai été développeur, j'ai travaillé dans la tech, donc ça me parle. Donc c'est pour ça que c'est un secteur que je comprends, que j'aime, qui m'intéresse, et du coup je suis à l'aise à investir dedans. À l'inverse, quelqu'un qui est ultra calé dans le milieu médical, qui travaille dans une société pharma ou qui est médecin ou que sais-je, bah, peut-être qu'il va avoir beaucoup plus de facilité à analyser le secteur médical et dans ces cas-là, il va peut-être beaucoup mieux performer dans ce secteur aussi. Personnellement, c'est pas mon cas et c'est pour ça que j'y reste loin. Et donc pour venir à United Health. United Health, je comprends déjà un peu plus. C'est un secteur de la santé qui est complètement différent, mais je trouve que les risques politiques sont trop grands. C'est-à-dire que aux États-Unis, bon, on sait tous qu'il y a une crise de la dette monumentale, on sait tous que Medicare, je sais pas quoi, il y a Medicare et Aid. Aid, non, Ouais, Medicare, Medicaid. Medicare, Medicaid, c'est ça. C'est le plus gros poste de dépenses des États-Unis aujourd'hui. C'est un gouffre financier monstrueux. Est-ce que ça va durer jusqu'à la nuit des temps? Peut-être pas. Aujourd'hui, United Health, ce qui les fait vivre, c'est en grande partie Medicare, Medicaid. Bon, même s'ils étaient déjà une bonne boîte avant, hein, mais je sais pas. Je trouve qu'il y a trop de risques politiques sur cette entreprise. C'est un peu comme si tu investissais sur la Sécu en France aujourd'hui. Alors certes, United Health est dans une meilleure posture financière que la Sécu en France, C'est le je moins suis qu'on puisse d'accord, dire. mais c'est trop politique. Tu vois, la Sécu en France, à chaque nouvelle élection, on t'en parle, à chaque nouveau truc, on t'en parle. Oui, la Mm. Sécu, les déficits, les abus, les machins. Medicaid, c'est pareil. Ouais, pareil, il y a des abus, il y a des non-remboursements, il y a le CEO qui se fait assassiner dans la rue, il y a des fausses factures pour faire gonfler les remboursements de l'État, il y a trop de magouilles, trop de politique qui fait que personnellement je préfère en rester loin. Mais Ok. à 11 de PE, c'est vrai que tu as une belle marge de sécurité. Mm. C'est un pari qui peut se tenter, on va dire. Tu risques pas non plus de perdre toutes tes billes, tu vois, d'ici à ce que pareil, d'ici à ce que l'assureur américain qui assure quasiment tous les Américains d'Amérique, son cours de l'action il arrive à 50 dollars, il y a très peu de chance encore. Donc, non, Ouais. je pense que c'est un pari qui peut se tenter. J'ai décidé de le tenter. Papy Buffett a décidé aussi. Non, pas Giverny. Je crois qu'il y en a un autre qui en a acheté. Ah oui, Sion, là, Michael Burry. Donc, non, je pense que ça, c'est quelque chose. Et notre ami Mathieu aussi a ouvert une petite position dessus. D'ailleurs, il m'avait bien fait rire quand il m'avait dit qu'il avait ouvert la position dessus, mais qu'il n'était pas trop fan du business model parce que bon, l'assureur américain de santé, alors qu'il a du tobacco en portefeuille, ça avait fait rire. Mais bon. C'est clair. Mais ouais, voilà, pour United Health. Ensuite, alors attends, on est à 46 minutes de podcast. Je pense qu'on va en faire un dernier.
et on va pouvoir conclure là-dessus. On va pouvoir parler de Euh, Lilou. Lilou, ou tu veux parler de Chuck Acre? Lilou, je trouve ça pas mal parce que ça ouvre une discussion sur la Chine. Ouais, donc effectivement, donc Lilou, qui est un super investisseur américain aussi, donc d'origine chinoise. Donc lui, il a grandi en Chine, il a immigré aux États-Unis et il était notamment pote avec Buffett et Munger. J'avais fait une vidéo dessus sur Lilou, donc si vous voulez aller voir, allez-y. C'était notamment enfin, il faisait partie des manifestations de Tiananmen là en Chine, tu sais où t'as le mec qui est la célèbre photo du mec qui s'est foutu devant un char. Donc c'est un super investisseur très connu, il a une super performance, il bat largement le S&P 500 comme beaucoup de super investisseurs. Et il a acheté donc ce trimestre Pinduoduo, ou si vous voulez la retrouver dans l'app, ticker PDD ou non PDD Holdings. Donc elle est cotée au Nasdaq via un ADR et elle a son siège social en Irlande, va savoir pourquoi. Et donc Pinduoduo, c'est une entreprise chinoise de commerce en ligne qui ont notamment lancé Temu, le fameux truc qui vend des objets à tout pourri à 5 euros. C'est un peu le Wise, ouais non c'est pas Wise, c'est Wish, c'est un peu Louis, ouais, Le le Wish Wish. moderne, des produits tout pourris, pas chers, Temu. Voilà, personnellement j'aime pas du tout et bah, toi déjà qu'est-ce que t'en penses, Jean? Bah écoute, pour moi, c'est pas du tout une action que je peux avoir en portefeuille. C'est pas du tout. Alors déjà, le fait qu'elle soit en Chine, on avait fait un ou deux podcasts dessus de mémoire sur est-ce qu'on investirait sur des actions chinoises. Moi, j'étais arrivé à la conclusion que non. Je pense qu'il y a un gros problème de comment elles sont auditées et comment dire la vérité en fait derrière ces entreprises. Est-ce que ce sont les vrais chiffres? Et d'ailleurs, on en avait parlé pendant les vacances, parce qu'on s'est vu un peu pendant ces vacances. Euh, c'est toi qui me racontais pour BYD avec Hmm. les voitures. Mon frère m'avait fait confirmer tout ça. Donc, on peut se poser la question, est-ce que PDD, c'est également les bons chiffres? Euh, Tu vois, on en revient juste avant à United Health. Investir dans la santé américaine, l'assureur, etc., qui peut escroquer, c'est comment dire éthiquement, on peut se poser des questions. Mais alors PDD, on sait qui fabrique ces objets-là. Les gens, ils ont 14 ans et encore pour les plus vieux, ils sont dans des usines en Chine et ils sont payés à 1 dollar tous les ans et demi. Bon, est-ce que c'est forcément responsable et éthiquement viable d'investir dans ce genre de boîte? Pas forcément, tu vois. Après, c'est pas forcément quelque chose qui va me faire ne pas acheter, hein, mais j'ai toujours du mal à comprendre le fonctionnement en Chine des sociétés. C'est quand même, enfin, il y a le parti qui est derrière tout ça. Et honnêtement, je trouve que et puis même, enfin, genre quantitativement, elle fait pas rêver. Enfin, moi, en tout cas, elle me fait pas forcément rêver. Les actions en circulation, elles sont en hausse. Euh, les marges, elles ont tendance à, pour la marge brute, ouais, non, ça augmente un peu, mais je sais pas, moi, c'est pas forcément une entreprise que je pourrais acheter. Alors, oui, elle se négocie à 12 de PE contre 20 sur les 10 dernières années. Donc, potentiellement, elle a l'air d'être arrivée à un prix qui est intéressant, mais tu vois, il y a aussi le truc, son siège social, il est en Irlande, elle est au Nasdaq, mais c'est une entreprise chinoise. Putain, rien que ça, tu vois, ça me paraît plus compliqué. Donc, encore une fois, hein, investir, ça demande beaucoup de temps. Est-ce que j'ai envie de mettre beaucoup de temps sur la table pour acheter PDD? Non, pas forcément. Mais toi, tu pourrais l'acheter? Alors non, et pour plein de raisons, et je pense que ça va être intéressant parce que donc à l'heure où sort ce podcast, donc ça sera le lundi 25, donc le dimanche 24, j'ai une vidéo qui sort sur justement est-ce que je pourrais investir en Chine, et j'ai donné pas mal d'arguments dedans de pourquoi j'investirais jamais en Chine, en tout cas dans l'état actuel de la Chine, hein. Ça veut pas dire que la Chine est un mauvais pays, ça veut juste dire que j'investirais pas dans un pays communiste. Et pour ceux qui disent oui, mais la Chine a une économie capitaliste, blablabla. Oui, mais d'accord, mais et encore pas vraiment.
mais surtout, ça n'empêche pas le fait que t'aies un gouvernement communiste au pouvoir et que t'aies un parti unique et que t'aies des incentives, donc des incitations qui soient complètement biaisées. Je vais vous redonner quelques exemples que j'ai cités dans la vidéo. En Chine, les chiffres du PIB sont totalement pipés. En fait, t'as aucun moyen de les auditer. Les données sont opaques depuis 2017. Tu ne peux plus auditer comment ils calculent le PIB en Chine. Et il y a énormément d'incohérences entre les consommations intérieures de la Chine, notamment en termes d'électricité et d'usage des transports, par rapport aux chiffres qui sont annoncés du PIB. Et en plus de ça, comme par hasard, le PIB, bizarrement, arrive tous les ans toujours à matcher les objectifs du parti. Bon, tu te dis, ok, donc les Chinois, ils sont super forts, tous les ans, ils sont parfaits en termes de croissance du PIB, tu vois. Je dis pas que les chiffres du PIB sont pas un peu pipés en Europe ou aux États-Unis, on n'en sait rien. Pas autant. De tout ce que je dis, c'est qu'en Chine, on est sûr qu'ils soient pipés, en fait. En Europe, aux États-Unis, on a peut-être des doutes. En Chine, c'est sûr et certain. En plus de ça, t'as des villes entières qui sont inhabitées, tout simplement, puisque pour gonfler les chiffres du PIB pendant des années, ils ont construit des infrastructures, des logements. Ils ont construit à la pelle dans le secteur immobilier. Résultat, aujourd'hui, ils se retrouvent avec des villes entières qui sont désertes. Ils ont 3 milliards de logements pour 1,4 milliard d'habitants. En fait, ils ont construit dans le vide des trucs qui servent à rien. Tout ça pour gonfler les chiffres du PIB. Tu as d'autres exemples sur le secteur des véhicules électriques, notamment, avec BYD qui a longtemps fait énormément de fausses ventes, donc ça s'appelle du channel stuffing, où ils vendent grosso modo des voitures à leurs propres concessionnaires ou à des sociétés tierces pour les immatriculer et pour toucher en fait les subventions du gouvernement chinois, qui fait que en fait ils font du chiffre d'affaires en vendant des voitures qui ne vendent pas vraiment, ils les immatriculent dans le vide et ils touchent des subventions comme ça. Et en fait, ces voitures, elles finissent abandonnées sur des parkings. Et des parkings de voitures électriques abandonnées, il y en a plein en Chine. J'ai notamment découvert une une chaîne YouTube qui s'appelle Chinese Insider. C'est un immigré chinois, je crois, qui est passé par Taïwan et qui maintenant vit aux États-Unis, qui dédie toute sa chaîne. Pourquoi ? Voilà, qui dédie toute sa chaîne justement à dénoncer les arnaques chinoises. Et en fait, c'est à mourir de rire parce que des fois, genre toutes ces vidéos, il prend des vidéos qui sont filmées en Chine et il dit en Occident, on a tendance à croire la propagande du parti, en fait, que la Chine c'est tout beau, c'est tout rose, c'est génial, c'est technologiquement hyper avancé, ils vont tous nous défoncer. Mais en fait, quand tu regardes dans les faits la vie des Chinois au quotidien, c'est pas ça. C'est pas ça, et forcément l'image que t'as de Chine, c'est comme l'image que t'avais de l'URSS avant. C'est pas la vraie image, tout simplement, puisque la communication extérieure qui est faite est extrêmement contrôlée, extrêmement améliorée. Voilà. En plus, donc des arnaques comptables, il y en a eu plein. T'as notamment le cas de Luckin Coffee qui, en 2020, c'était un peu le Starbucks chinois, qui faisait beaucoup parler de lui, qui a inventé 300 milliards de ventes. Ça a été découvert, ils ont été délistés du Nasdaq. Il y a eu DeepSeek qui est un peu une arnaque aussi en soi, dans le sens où ils nous avaient vendu un modèle d'IA 100% chinois révolutionnaire. On n'entend plus parler. Qui coûte beaucoup moins cher. Voilà, déjà, on n'en entend plus parler, mais deux, surtout, il s'est avéré que c'était surtout de la distillation de ChatGPT. Donc, en fait, au lieu d'avoir développé leur propre modèle, ils se servaient de ChatGPT pour entraîner leur modèle, ce qui, du coup, est de la triche, et ce qui est surtout illégal de la part des termes de service d'OpenAI. Donc, voilà, encore un pétard mouillé chinois. Donc ouais, pareil, tu sais, t'as eu l'annonce comme quoi la Chine était capable de produire des puces à 7 nanomètres. Alors oui, sur le papier, ça fait beau. Sur papier, tu te dis, purée, ils sont déjà à 7 nanomètres, ils sont à 2 doigts de concurrencer ASML. Mais oui et non. Parce que, en fait, le procédé qu'ils ont utilisé pour produire ces puces nanomètres n'est pas du tout rentable. Ce qui fait qu'ils produisent ces puces à perte. Elles sont beaucoup moins performantes et tu as beaucoup moins de taux de succès sur les puces que les puces de TSMC par exemple. Donc oui, ils arrivent à produire du 7 nanomètres, mais à quel prix ? En fait, ils ont des technologies qui sont pas du tout au point. Voilà. Moi, la Chine, c'est non, en fait. Et attends, parce que la goutte d'eau qui fait déborder le vase chinois, le vase en porcelaine de Chine, si tu veux aller sur... Le vase Bref. Ming. La goutte d'eau qui fait déborder ce vase, c'est les VIE. VIE, c'est Variable Interest. Variable Entity.
Variable Bah, c'est vrai Interest que Entity. Bref, je sais plus. Vous tapez structure VIE sur Internet, vous allez voir. J'en parle dans la vidéo. En fait, tu peux pas acheter de société chinoise. Si t'es pas chinois, tu ne peux pas acheter de société chinoise. C'est aussi simple que ça. Donc, dites-vous bien que si vous achetez aujourd'hui du PDD, du Alibaba, du Tencent, du Huawei, du je sais pas quoi, mais vous n'avez pas de société chinoise. Ce que vous achetez, c'est un ADR qui est coté aux États-Unis. Donc, c'est un contrat qui réplique la performance. Et en plus de ça, ce contrat réplique la performance d'une société écran qui est souvent immatriculée dans, bon alors pour PDD, visiblement, ça a l'air d'être l'Irlande, mais c'est souvent les îles Caïmans. Et cette société écran a des contrats avec la société chinoise qui lui donne c'est droit à ça. un certain pourcentage des bénéfices. C'est pas la C'est juste un société produit chinoise. dérivé, hein. C'est un C'est produit un produit dérivé. dérivé, c'est pas la vraie société, c'est une société écran. Rien, absolument rien ne garantit que les chiffres de cette société écran ne soient pas pipés, que les chiffres de la société chinoise soient pas pipés. Rien ne garantit que dans 5 ans, ces sociétés écran auront toujours le droit d'exercer. Rien ne garantit que dans 5 ans, la Chine va pas interdire ce modèle. Enfin bref, il y a trop de points qui font que personnellement, j'achèterai jamais de société chinoise, en tout cas dans l'état actuel des choses. Euh, Mais en tout et cas, une chose est encore, sûre, c'est que le gouvernement chinois n'autorisera jamais un occidental, pour l'instant. ou même, non, Peut-être que ça viendra à changer. non, c'est un État qui Mais, est tellement protectionniste ouais. qu'il n'autorisera jamais les capitaux étrangers. Moi, C'est tant que le même pour drapeau ça de la que Chine est rouge, j'investirai pas dedans. C'est aussi simple que ça. c'est clair, c'est clair. C'est aussi simple que ça. Et encore moins dans PDD. Enfin, je veux dire, dans Ah, je Pinduoduo. préfère Tencent à la Ah, mais rigueur. largement. Enfin, je veux dire, s'il y a bien une société éclatée au sol, enfin, en tout cas, c'est mon avis, hein, c'est bien Temu. Mm. Enfin, je sais pas, les gars, est-ce que vous avez déjà vu les pubs Temu sur Instagram? C'est éclaté, en fait, les produits qu'ils vendent. C'est, Ah, c'est clair. Enfin, moi, c'est pas du tout je mon sais truc. pas, Puis même, moi, enfin, c'est non. l'ultra consommation, c'est tout ça. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mon truc du tout. On retrouvera pas ta super commode qu'on a déménagée sur 3 étages Non, en mais bois c'est clair. massif. C'est des produits de merde qui vont durer 1 an, qui sont fabriqués dans des conditions catastrophiques, à la limite de Ah, l'esclavage et de la dignité humaine. Bon, j'ai envie de te dire, même LVMH apparemment en ce moment a des problèmes de dignité humaine dans ses usines L'Europiana. Mais parce que d'ailleurs, si vous voulez, j'ai regardé un reportage il y a très peu de temps là-dessus. C'est super intéressant. C'est Arte qui propose ça. Allez voir sur YouTube. C'est Ikea, le Seigneur des forêts. Ça s'appelle comme ça le reportage. Donc Ikea, le Seigneur des forêts. Et c'est très intéressant. Donc franchement, si vous avez 1 heure et demie, pas à perdre, mais plutôt à consacrer, allez voir ce reportage parce que c'est très intéressant. En fait, ça montre que Ikea est devenu richissime parce que Idvar Kamprad était très visionnaire et il montre en fait la destruction de la forêt. Il montre comme quoi Ikea, ce n'est que de la sous-traitance. Il montre énormément de choses et ça fait un peu penser justement à ce modèle de la surconsommation. Donc, ce que prône un peu P. Diddy et grâce à ça qu'elle vit. Et franchement, c'est un reportage qui est vraiment qui vous plaira, j'en suis sûr. ouais, carrément. Voilà, c'était le petit tips. Carrément. Et voilà, en fait, tout simplement. Et moi, je sais pas vous, mais j'achète pas. Enfin, toutes les boîtes que j'achète, c'est des boîtes dont je suis fier de parler, tu vois. Si demain je dis que j'achète Temu, est-ce que. Non, mais juste, non, mais sans déconner, attends, je vais te partager la page d'accueil du site Temu. Ah, Attends. c'est beau à Non, mais voir. non, mais je vais te partager ça pour que tu comprennes un peu le délire. Regarde ça. Donc, t'arrives sur la page d'accueil de Temu. T'as des 4 pièces de gonzesse, t'as des débardeurs de femmes. À côté, t'as une perceuse. À côté, t'as un Karcher. Après, t'as des pinceaux de travaux. Et après, t'as un lit. Ok? Tu te doutes bien qu'à 38 € la perceuse, tu vas pas percer grand-chose. Voilà. Ensuite, ici, t'as un Ah, débardeur montre ça. blanc. Ok? T'as une montre, t'as des lunettes. À côté de ça, t'as un produit pour nettoyer tes phares de bagnole. Euh, Ah, T'as c'est le un jean souk. tout pourri à 12 balles. T'as des revêtements canapé autocollants. Tiens, regarde, t'as même un fil là pour brancher ton téléphone si tu veux avoir un incendie. Ah là, un t'as euro. intérêt à te rassurer par contre, hein. Voilà, t'as un fil à 1 euro pour foutre le feu à ta baraque.
T'as eu une housse de chaussures, tu sais pas ce que ça fout là. T'as un pull en plastique parce que tu peux être sûr que ça, c'est du polyester à mort qui va te déglinguer tes hormones. T'as des bracelets tout pourris, t'as des disques de ponçage, tu sais pas ce que ça fout là. T'as des distributeurs d'huile d'olive. Enfin bref, je sais pas. Moi, je serais pas. Non, j'aime pas. Ça me parle pas en tant que consommateur, tu vois. Moi, je vois un site comme ça, jamais j'achèterais quelque chose dessus. Euh, et ouais, c'est pas une société que je serais fier d'avoir en portefeuille. C'est un business model que je comprends pas en fait. Moi, j'arrive pas à comprendre quel type de consommateur commande sur ce type de site internet parce que ça me parle pas en fait. Moi non plus, ça me parle pas. C'est pas du tout une entreprise que j'achèterais et qui plus est, en plus, elle est en Chine. Franchement, bon, c'est pas du tout le même prix, même le niveau de valorisation, mais encore heureux que Pinduoduo mérite une sacrée décote. Mais par rapport à la première entreprise dont on parlait, tu vois, je préfère largement investir sur Amazon, qui est aussi une marketplace, etc. Bah carrément. Et Amazon ou même encore Mercado Libre. Ah, pas mal ça Tu... aussi. Ouais, non mais juste, attends, je vais te repartager. Attends, je vais te mettre en comparaison. Attends, on va aller sur Amazon. On va mettre en comparaison la page d'accueil Amazon, la page d'accueil Temu et la page d'accueil Mercado Libre. Donc, Amazon, on est là. Bon, donc là, tu vois, tu es sur le compte Amazon. Alors, il y a beaucoup de trucs concernant les micros parce que j'envisage d'upgrader mon micro. Mais tu vois, déjà, ça a du sens. C'est-à-dire que tu as des produits tech, tu as une catégorie cuisine maison, tu as une catégorie beauté, c'est bien Oui, c'est présenté, tu pro. vois. C'est pro, il y a une certaine logique. T'as pas des débardeurs à côté de pinceaux de travaux. Bon, Mm. voilà, t'as des catégories, enfin bref, c'est un site qui t'inspire confiance. Tu sais que tu peux commander dessus, tu vois, pareil, t'as des catégories, tous les produits sont bien séparés. Tu vas pas voir tout et n'importe quoi mis côte à côte. Puis pareil, tu as Donc des ça, prix qui sont logiques. cohérent. Quand Voilà. tu vois la perceuse à 36 balles, tu te doutes bien que la vis, elle ira jamais dans le mur. Exactement. Et quand tu vas sur le site Mercado Libre, alors, hop, pareil, moi c'est un site qui m'inspire confiance. Bon alors c'est en espagnol, j'y comprends rien. Mais bon, là, tu vois, t'as un truc qui a l'air cohérent. T'as des bières avec du savon, avec du café. Ça a l'air d'être pour la maison. Là, t'as un truc de poêle. Voilà. C'est cohérent. Là, pareil, t'as des produits. T'as des Ouais, catégories. c'est Bon, là, cohérent. apparemment, c'est en peinture. T'as des catégories en chaussures. T'as des offres Disney+, HBO Max. T'as des catégories jardin et accessoires, meubles d'extérieur. C'est cohérent, c'est logique, c'est bien réparti. Catégorie RIAS, voilà, pareil. Bon, Technoloria, à mon avis, c'est voilà, Cellulares et Téléphonos, c'est les téléphones. Tu vois, c'est propre, t'as les différentes marques qui sont bien organisées, blablabla. Puis pareil, t'as des prix qui sont cohérents. Euh, alors 20 000 dollars, alors je sais pas ce que c'est le prix, ça doit être des Non, pesos c'est les centimes. argentins, mais C'est les centimes, à mon avis. ça doit être les pesos argentins parce que je me suis mis sur Argentine, Ah ouais. Ah, ça vaut rien, du coup. mais bref, le site a l'air cohérent. Moi, tu vois, si on parle d'une société concurrente à Amazon hors de Chine, Mercado Libre, je pourrais investir dedans parce que Mercado Libre, Une salle de libre, elle est chère. 52 PE, j'avais regardé parce que j'avais vu quelqu'un qui l'avait pitché il y a pas longtemps. Mercado Libre, Mercado Libre, Wikipédia, siège social. Mais c'est argentin. Hmm. Siège social, c'est à Saavedra, non, à Buenos Aires. Et à Uruguay. Moi, je vois, elle est cotée en Uruguay. Ah bah alors attends, pourquoi moi j'ai argentin? Ah, c'est pareil. Ouais, bon voilà, en tout cas c'est des pays qui ont quand même un peu plus de libre-échange, Enfin Mercado Libre, si tu l'achètes, t'achètes vraiment du Mercado Libre, tu vois, t'achètes pas une Hmm. société écran, t'achètes pas une société où t'as un Karcher à côté des bardeurs pour femmes, quoi. À 3 euros le Karcher. Je te jure, c'est ça. Ah Enfin putain, bref. c'est l'enfer. Ah, voilà. Bon Ah, après qu'est-ce Lilou que c'est un c'est super chiant. investisseur, donc potentiellement il sait ce qu'il Mais fait. Mais après j'ai envie de te voilà. dire, il est chinois, donc peut-être qu'il a beaucoup plus de facilité à comprendre la société aussi. Ouais, c'est ça. Je pense. Plus que nous, en tout cas. Beaucoup plus, ça c'est sûr.
Ok, bah, je pense qu'on a bien fait le tour, hein. Carrément. On a Carrément. bien fait le Bah, tour. n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, hein, si vous voyez d'autres achats intéressants de super investisseurs dont on n'aurait pas parlé. Ouais, On si avait toutefois on noté n'a pas eu le aussi temps, mais ouais. Terry Smith avec Manhattan Associates, Chuck Acre avec Copart et Fair Isaac et Monish Pabrai avec AutoNation. Mais bon, comme vous nous connaissez, on n'a pas forcément le temps de tout traiter parce qu'on on n'est pas forcément les deux personnes les plus rapides à parler d'un sujet en bref. Mais bon, je pense que le plus intéressant, c'est de prendre le temps sur. On parle de pas beaucoup d'actions, mais au moins on en parle suffisamment. Au moins vous avez votre avis. N'hésitez pas à nous dire en commentaire votre avis, notamment sur Amazon, United Health et P. Diddy. Ça nous intéresse et on vous y répondra avec grand plaisir. Tout à fait. Et n'oubliez pas la rencontre abonnée, on vous Ouais, mettra tout en description. Ça sera avec grand plaisir qu'on se retrouve sur Paris dans quelques semaines pour passer un très très bon moment comme la dernière fois. carrément. Carrément. Et hâte de vous revoir pour ceux qui sont déjà venus. Et hâte de vous rencontrer pour les nouveaux. Et ça va être cool. Sur ce, bah, n'oubliez pas de liker, n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à la partager. En tout cas, on vous remercie parce que le podcast grandit de jour en jour. On a dépassé les 2000 abonnés, les 2200 abonnés aujourd'hui. Et on ne parle que de YouTube parce qu'il y a aussi Spotify, Google Music d'ailleurs qui a l'air d'être vraiment pas mal. YouTube Euh, musique, tu veux dire? ouais, YouTube Music. Et voilà. Et sur ce, bah, on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de vos finances. Ciao, ciao. Salut à tous. Ciao.